Donc, l'idée, on déplace juste nos backups vers le cluster Hadoop, et puis après on lit nos fichiers BIOS. Peut-être que c'est bon, hein. Alors maintenant, on se dit, bon, ok, c'est sympa, mais les backups, en fait, on a plutôt envie de les compresser, parce qu'on a plusieurs terrains de données. Et en plus, on sait qu'on peut avoir à peu près un facteur d'un cinquième avec GZIP, donc ça serait quand même vachement pratique. Malheureusement, en fait, le connecteur n'est pas du tout fait pour gérer la compression, et de façon générale, Hadoop n'aime pas tellement les fichiers ZZ pour les splitter pour que chaque mapper fasse exactement un bloc. Donc résultat, on a mis en place une solution un peu maison, avec le Bison Butcher et une petite customisation sur le Mongo Hadoop. Donc en fait, le Bison Butcher, c'est juste un petit programme qui découpe le gros fichier Bison qu'on obtient en son DOM du même catalogue et fait plein de petits morceaux de Bison compressés qui sont juste un peu plus petits que la taille d'un bloc sur HDFS, pour que comme ça, après, quand on va les utiliser, on a directement un mapper qui correspond à quasiment un bloc. C'est pas très gênant pour nos backups, puisqu'en fait, un Z4, l'opération inverse est relativement facile aussi. On a modifié donc le connecteur pour qu'il détecte automatiquement la compression et pour qu'il, s'il voit que c'est compressé, il ne se quitte pas. De toute façon, c'est pas grave puisqu'on l'a déjà fait. A priori, on a essayé d'intégrer ça chez Mongo. On va voir ce qui se passe. Pour résumer un petit peu ce qui se passe au final, donc voilà, donc là vous avez les réplicassettes avec la base de config. Hop, on fait le backup, on découpe tout. Avec le Bison Butcher, on stocke ça dans un endroit centralisé en France. Hop, on envoie ça à Amsterdam sur HDFS et après, en fait, les gens peuvent directement s'alimenter avec le connecteur Mongo Hadoop customisé. Voilà. Ouais. Le shard à droite vert, il a... Ça, c'est la base de config en fait. C'est pour ça que c'est vert. Oui. J'ai pas compris l'intérêt que vous aviez à utiliser à la fois MongoDB et à la fois Hadoop. Pourquoi pas tout l'un ou tout l'autre? Ah, alors là, Tu l'as pas ouais, vas-y. Alors, pour nous, Mongo, c'est le remplaçant d'SQL Server. Donc, on utilise Mongo, malgré tout, pour un use case de base de données assez traditionnel. On stocke des informations, les requêtes, etc. etc. Hadoop, c'est la machine à cruncher les logs. Donc, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que j'aurais dû l'indiquer. Notre cluster aujourd'hui Hadoop, celui-là, il fait 6 pétas. Donc il va monter à 10 assez vite. Là. Donc et on traite, je crois que le volume de logs qu'on traite tous les jours, donc il rentre en jeu pour nos différents jobs Hadoop, c'est supérieur à 250 terrains. Voilà. Donc quand on lance nos jobs quotidiens, c'est sur 250 terrains de données. Donc il n'a jamais été question de faire ça dans Mongo. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été l'idée. Si on avait eu quelques terras, oui, peut-être. Je ne sais pas si on aurait fait le MapReduce Mongo, qui m'a jamais séduit. Peut-être on aurait essayé la Aggregation Framework, je ne sais pas. On aurait pu au moins essayer, au moins réfléchir. Bon, là, non. Enfin, je veux dire, vous avez vu, Clever a dit, le dataset Mongo en Europe, c'est 1 Tera. Les 3 datasets Europe, US, Asie, on va dire 3 Tera à tout casser. Voilà, Hadoop, c'est plusieurs pétas. Donc pour nous, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. D'un côté, on a des données clients, produits, etc. De l'autre, on a des logs, et là, il faut absolument faire un qualité. Voilà, ça répond à la question. Oui, mais qui peut plus que moi, vous auriez pu tout faire avec Hadoop? Non, parce que lire des données dans HDFS au travers d'un même cache et d'un web, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est Hadoop, c'est tout sauf temps réel, c'est du batch. Hadoop, c'est allez, je vais dire ma connerie de la soirée, c'est le retour du mainframe. Donc, voilà.
mais c'est en Java. Ouf. Combien ça va pour cette étape Euh, Approximativement, Plusieurs centaines de nœuds. plusieurs centaines de minutes. Et à l'intérieur, vous traitez tous les logs que vous générez dans la journée. Oui, c'est-à-dire qu'on déverse nos logs sur le cluster et nos jobs vont tourner sur, ça dépend des jobs, je ne suis pas au courant de tous les détails, mais il y a des jobs qui ont tourné sur 8 jours, d'autres sur 15 jours, d'autres sur un mois. Voilà, donc, au total, ces 250 Tera de données qui sont parsées, enfin mappées, agrégées. Et vous déversez également des données de vos MongoDB. Oui, parce que les infos produits, en gros dans les logs, il y a quoi? Il y a à telle URL de tel site, il y a eu un clic sur la bannière 5, 6, 7, 8 et le product ID 7, 8, 9, 10. Bon, c'est quoi le produit 7, 8, 9, 10? Donc on est obligé de réconcilier ces données-là, elles servent à ça. C'est vraiment ça data pour... Ouais, c'est ça. Pour la plupart des jobs, on a besoin d'avoir les infos des produits. Actuellement, en fait, on a des problèmes. On utilise cette solution, elle est en train d'être mise en place. On utilise encore la version où on tape directement avec MongoDB. Et on a des problèmes de fiabilité des données. Et à chaque fois, on a des gens qui trouvent des petits bugs sur le catalogue. Donc, on espère qu'une fois qu'on aura mis ça en place vraiment définitivement en production, on va pouvoir faire beaucoup plus de traitements sur ces données. Il y a des choses pour lesquelles on a vraiment besoin de quelque chose de très propre. Et pour l'instant, les gens ne les font pas tourner. On a des choses où on n'a pas besoin d'avoir exactement un catalogue parfait. Et ça tourne déjà. Donc, vos jobs, c'est des MapReduce Java, des Pig, des Rake. Alors ça a commencé avec beaucoup de scripts parce que je dis toujours, et je vous assure que c'est vrai, on a acheté les serveurs Hadoop, on les a installés, on les a câblés, on les a allumés, on a installé Cloudera, etc. Et après on a acheté le livre. Le Aurélie avec l'éléphant, là, on l'avait pas au début. Hein. Donc voilà. Donc, ouais, et au début on a commencé beaucoup avec des requêtes, avec du pig, parce que c'est le bon truc pour expérimenter. Et puis voilà, pour se faire la main. Donc ça a commencé comme ça, donc c'est pas hyper propre. Et donc vite quand même c'est passé sur du Java. Donc il y a encore du pig parce qu'il y a encore des requêtes qui sont lancées à la main, un truc comme ça, des requêtes ad hoc. Mais la majorité, pour pas dire la totalité des jobs sérieux, c'est du Java. Il y a des gens qui utilisent Hive, mais il y a aussi des gens qui utilisent Cascading, des choses comme ça. Pour faire des choses. Ou il y en a qui restent directement sur le MapReduce. Donc il y a un peu tous les niveaux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors juste, il va être temps de conclure, là, ça fait 54 minutes, on a dit 1 heure, on va les tenir, c'est magnifique. Donc on a commencé un peu tout seul dans notre coin, il y a maintenant 2 ans et demi, parce que je pense que le début de l'histoire, c'est février-mars 2011. Et on est arrivé à une échelle qui est significative, on peut dire ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que maintenant c'est stable. C'est vrai que, merci Kléber de me rappeler qu'on est en 2.4.6. Il y a eu un gros changement à partir de 2.4. Voilà. 2.0 c'était quand même c'était un peu rugueux. 2.2 de mémoire n'a pas fait une grosse différence en termes de stabilité. Bon. Ouais, quelques bugs, mais c'était pas... Bon, 2.4, il y a eu un vrai saut. C'est-à-dire qu'en termes de mails d'alerte reçus la nuit, le week-end, etc., il y a eu avant, après, à tel point que... je me souviens, le premier week-end qu'on a passé en 2.4, j'ai passé 2-3 coups de fil à l'astreinte en disant « T'es sûr que ça marche le monitoring ?» donc je préfère vérifier. Mais voilà, et c'est vrai qu'on est passé de centaines d'alertes par semaine à, dizaines, ça a été divisé par 10 au moins, au moins divisé par 10. Puis on a un monitoring qui est assez paranoïaque, donc des fois il crie pour rien, mais c'est bien. Donc c'est facile à apprendre, ça je confirme. J'en profite pour dire un petit mot, si vous n'avez pas encore regardé les formations en ligne de MongoDB,
c'est le moment de le faire. Kléber l'a fait, hein, t'as fait quoi? M102 DBA? T'as fait DBA avec quoi? Quel développeur tu l'as fait? Python. Donc il y a une formation DBA, il y a Dev Java, Dev Python et Dev Node.js. Voilà, donc lui il a fait DBA et Python, et j'ai fait DBA et Java. Et j'ai eu 95% Java. Et ça c'est bien. Donc si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver, croyez-moi. Je peux dire sans mentir, c'est la première base de données que j'arrive vraiment à apprendre. Et pourtant j'ai pas un background du tout de DBA. Et voilà, c'est un truc qui est assez intuitif. Et franchement, ces formations-là sont très bien faites, elles sont gratuites. À mon avis, elles ne seront pas gratuites à vie, je vous conseille d'en profiter maintenant. Voilà. Et c'est du vrai boulot, c'est je sais pas, entre 4 et 8 heures de boulot par semaine. Donc, voilà. Vous avez un joli PDF à la fin et votre nom. Donc c'est sympa. Je sais pas, Kléber pourra en parler mieux que moi, mais mon installation, oui, bon, maintenant on achève, donc c'est vraiment, on applique. Bon, le management n'est pas compliqué, parfois oui, il y a des problèmes assez merdiques, en tout cas on en a eu, mais voilà, c'est pas... bon, faut se battre avec un peu, mais c'est pas tordu, incompréhensible et opaque comme moi j'ai pu vivre SQL Server. Il y a des logs, bon, en fait on comprend ce qu'il y a dedans, c'est notre histoire, mais au moins, voilà, c'est ouvert, et puis au pire on peut aller voir les sources et essayer de comprendre. MMS, je ne sais pas si vous connaissez MMS, c'est la solution de monitoring. Alors pour l'instant qui est encore hébergé chez MongoDB. Ça fait 1 an et demi qu'on me jure que je vais pouvoir l'héberger chez moi un jour. Allez, je vais finir par y croire, je suis impatient. Je sais que ça arrive. Ils m'ont encore promis en début de semaine. Si vous écrivez peu et que votre dataset tient en RAM, hein, ce que disait Nicolas tout à l'heure, si vous passez votre temps à flusher le working set, bon, ça ne marche pas. Mais si vous avez un working set qui tient en RAM et que vous faites majoritairement des lectures, ce qui est quand même le cas d'utilisation de beaucoup de gens, hein, voilà, les sites web traditionnels, gestion de contenu, tout ça, ça marche très très bien. Ça marche bien, bonne perf, il n'y a rien à dire. Le failover marche bien, les répliques assets, ça marche bien. Je me souviens pas qu'on a eu des cauchemars de répliques assets, mais ouais, j'ai peut-être... Ouais, mais c'est parce qu'on avait déconné, non? Non? Ouais, un petit peu, bon. C'est ça. Mais il nous l'avait dit poliment quand même dans le ticket, hein, qu'on était des cons. Bon, j'essaie. Et la réplication, c'est pas mal. Un conseil que je peux donner, c'est charder tout de suite. Même si vous n'avez pas de volume, chardez. Quand j'entends qu'on va changer la clé de sharding, là j'ai envie de sortir mes Lexomil, parce que je sais ce que ça va donner avec un terrain de données en Europe. Chardez tôt, et essayez de ne pas vous tromper sur la clé de sharding comme on a fait. Parce que maintenant on fait les malins, mais je pense qu'on en a essayé 3-4. Donc chardez tôt, parce que le rééquilibrage du cluster, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que quand vous avez, je vais dire n'importe quoi, 14 shards bien remplis, là, bien saturés, 90%, puis vous en rajoutez un 15e, hein, ça peut attendre 48 heures avant de se terminer, quoi. Ouais. Il y a eu plus, hein, il y a eu 3 jours. Je me souviens d'un week-end où j'ai mal, un week-end pas serein, quoi. Je pense que toi non plus, tu n'étais pas serein. Donc chardez tôt. Donc dans ces cas-là, c'est pas mal. Voilà. Quand ça marche bien, et voilà, Rocky est content. Bon, de temps en temps, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, ils vous ont donné du feedback direct. Oui, de temps en temps, il y a des choses bizarres. Alors c'est vrai que nous, on a une échelle qui est relativement démente et atypique. Donc c'est vrai qu'on a tendance à secouer beaucoup ce produit-là, comme on en secoue beaucoup d'autres. À peu près toutes les parties de l'infra, logiciel et matériel, prennent très cher chez nous. Donc oui, de temps en temps, on tombe sur des trucs bizarres. En plus, là, on est sur un use case qui est finalement assez défavorable à MongoDB, parce qu'on écrit comme des brutes, on n'est pas loin du clé-valeur. Bon, ben, on a un dataset qui est gros, donc ok, on charde, donc on arrive quand même à le faire tenir en RAM par petits bouts à force. Mais voilà, dans des cas comme ça, vous écrivez brutalement 500 gigas sur un cluster, ça se passe, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça dure 8 secondes. Et puis, si vous avez en plus des clients qui lisent en ce moment, au même moment, c'est limite. Si vous avez des applications qui coexistent aussi sur le même cluster et qui ont des schémas, des modes de fonctionnement très différents,
qui accèdent pas aux mêmes collections, qui accèdent pas aux mêmes trucs, ben, ça marche pas très bien. Voilà. Donc je dis pas qu'il faut faire un cluster par application, mais si vous avez des applications qui ont vraiment des comportements très très différents, ben, à la limite, il vaut mieux les séparer. Bon, et puis la fragmentation, j'en dis pas plus, ils ont bien expliqué, voilà. Pareil, j'en ai parlé à MongoDB encore en début de semaine, ils connaissent le problème. On espère qu'en 2.6, il y aura des améliorations. Donc ouais, de temps en temps, c'est ça plutôt. Il y en a eu quelques-uns comme ça, où vraiment on se dit non mais c'est fini, ça suffit. Je jette l'éponge, je remonte pas sur le ring, j'en ai ras-le-bol de ces bases de données. Et bon. Mais pour être honnête, c'est pas la majorité du temps. Alors il y a plein de choses qu'on a encore envie d'avoir. Donc je vais refaire ma propagande. Donc le master ou multi-master, c'est-à-dire la capacité à écrire, à ne pas avoir un seul serveur maître par shard. Alors pourquoi? Pour nous c'est important, parce que vous avez bien vu notamment aux US, enfin, on étale les clusters sur 2 data centers. Donc on a des clients qui peuvent être en Californie. Aujourd'hui on va télécharger leur catalogue depuis New York, l'écrire à New York et le répliquer jusqu'en Californie. Bon, c'est un peu con. Si on pouvait le télécharger à Sunnyvale et le claquer à Sunnyvale et puis qu'après le truc migre, ça serait pas mal. Voilà, donc on n'est pas les seuls à réclamer ce truc-là. Et pareil, encore en début de semaine, là, on m'a donné des éléments qui m'amènent à penser que bon, ça sera pas 2.6, mais ça, il y a beaucoup de gens qui réclament ce truc. Et voilà, il suffit de dire ouais mais Cassandra essaie de le faire et ça les motive. ça les motive. La compression, ça serait pas mal parce que bon, JSON, enfin c'est très sympa, mais c'est verbeux. Voilà. Alors, la réponse est oui, mais si vous mettez des noms de champs plus courts, ça prendra moins de place, d'accord. Ça fait 20 ans que je dis aux développeurs, faut pas mettre des variables qui s'appellent IJKL, donc je vais pas commencer à le faire avec les DBA non plus. Bon, la compression, ça serait pas mal. C'est pareil, c'est un truc qui sont. Voilà, je ne vais pas donner d'infos privilégiées. Ils sont en train de le faire. Pareil, c'est pas 2.6, mais c'est quelque chose qui est dans la roadmap et c'est quelque chose sur lequel leur équipe travaille. La connexion, la gestion des connexions. Donc ça, c'est un problème qui vous a pourri. Vous n'en avez pas parlé. Hein, mais c'est la connexion entre les routeurs et les shards. Et les primaires de chaque shard, où en gros, je vais dire, c'est une requête, une connexion, donc c'est pourri, surtout quand on en a beaucoup comme nous, donc il faut ouvrir moins de connexions, faire du connection pooling, faire tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Donc on a eu un patch mystique, pour la petite histoire, parce que c'est rigolo, on a eu un patch mystique qui nous a été envoyé directement par un des cofondateurs de Tengen, que j'avais rencontré à New York, c'est quand même cool. On l'a essayé, bon voilà, ça a amélioré la situation, mais on s'est dit quand même qu'on voulait pas être sur des versions non supportées. Donc on l'a testé un peu, ça a l'air pas mal, on l'a rollbacké. Visiblement ça c'est dans 2.6, c'est sûr. Voilà. Un mécanisme de verrouillage plus intelligent, parce qu'aujourd'hui c'est un verrou par base de données, donc ça c'est quand même un peu brutal. Une fois de plus, surtout si on écrit beaucoup. Et puis plus d'outils. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des presses MongoDB, les gens vous listent tous les outils qu'ils ont écrits. On s'approuve bien qu'il manque des choses. Voilà. Donc pareil, je sais qu'il y a un gros focus, chez MongoDB sur ces sujets. Voilà. Bon, voilà, on a une bonne relation avec eux, ils sont assez transparents, ils sont très à l'écoute sur la roadmap. Après, comme tout le monde, ils ont des priorités, ils n'ont pas des équipes de dev infinies, donc il faut un minimum de patience. Mais on suit ça d'assez près et on essaie de peser beaucoup sur leur roadmap. Voilà, j'ai filé la presse. Alors maintenant, je vais faire de la propagande. Et après, normalement, il y aura une autre présentation. Et puis après, il y a des bières et de la pizza. Donc, restez encore. Hein. Alors, si vous êtes là, c'est quand même que vous êtes un peu intéressé par MongoDB et j'espère un peu intéressé aussi par Criteo. Donc, au hasard, si jamais vous cherchez un boulot, alors j'ai 2 propositions malhonnêtes à vous faire. Yann, s'il te plaît, lève-toi. Donc Yann Aubry est le responsable commercial France, on peut dire ça comme ça? Ça te convient? Country manager Tu dis ce que tu veux. Voilà, bon, enfin bref. Voilà, c'est l'équipe MongoDB en France, Voilà. dans son intégralité. Mais il y avait personne pendant longtemps. Donc bon, on était obligé de discuter avec les Anglais, ça se passait pas si mal.
Mais voilà, on est très content on est très content d'avoir Yann maintenant qui est à Paris. Et bon, ben, comme il est commercial, ben, il ne sait rien faire, donc il a besoin d'un... Ah oui, il fallait pas venir. Il cherche un... Voilà, il est venu pour la pizza. Il cherche un solution architect pour le bureau de Paris. Donc, franchement, bon, pour avoir interagi avec d'autres solution architects de MongoDB, bon, je ne sais pas si vous les connaissez, enfin, il y a Mark Schwering qu'on a vu un moment, il y a Norberto, vous avez peut-être croisé, qui est absolument incroyable. Voilà, donc il y a vraiment, c'est du très lourd. Donc, à mon avis, c'est une bonne opportunité. Voilà. Après, je ne fais que relayer. J'ai pas on est d'accord. C'est totalement. On n'en a pas parlé. C'est un geste désintéressé de ma part. Ouais, c'est ok. Alors ça, c'est ce que tu crois. On verra plus tard si tu trouves un mec bien. Donc, si ça vous intéresse, ben, profitez. Yann est là ce soir, donc faites connaissance. Et je sais qu'il est venu aussi pour ça. Faut le connaître. Et puis, si vous êtes timide ou que vous êtes venu avec votre boss, et ben, voilà. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Kléber, bon, hein. Et toi, pareil, vous ne bougez pas. Eux, c'est non, hein. Bon, j'ai déjà du mal à en trouver. Donc, Yann Aubry, mongodb.com. Ok, voilà. N'hésitez pas, je pense que c'est une belle opportunité. C'est une boîte qui marche fort, et puis c'est une techno sympa. Bon, le seul problème, c'est que vous risquez d'être notre solution architecte. Voilà. Donc, ça peut être marrant. Donc ça, c'était pour eux, et maintenant pour nous. Donc nous, on a encore beaucoup de jobs ouverts en R&D. Alors ailleurs aussi, mais enfin, moi je parle pour la R&D. Donc on cherche des sysadmins / DevOps. Alors ça peut être soit des sysadmins, soit des gens avec des profils un petit peu plus larges. Enfin en tout cas des gens qui sont capables de se battre avec notre plateforme et de la faire marcher jour et nuit. Et de temps en temps de m'avoir au téléphone le dimanche après-midi. Mais ça se passe bien. Voilà. C'est en semaine que je suis chiant le week-end, je suis assez cool en fait. Des développeurs, alors ont plutôt expérimenté, mais ça ne veut pas forcément dire 20 ans d'expérience. Hein. Si vous êtes c'est quelques années d'expérience, mais solide, vous pouvez tenter votre chance. Et puis du programme manager, des development managers, des spécialistes de machine learning, enfin il y a vraiment un peu de tout. Il y a vraiment sur la partie IHM, si vous êtes un gourou Ajax, CSS, etc., je ne suis pas sûr qu'on ait des trucs pour vous, sincèrement, parce que nous, on ne fait pas tellement ça. Mais surtout que la partie back-end, prod, infra, scalabilité, gros soft server, allez-y si ça vous intéresse. Alors c'est très simple. Lisa, où est-ce que tu es? Voilà. Donc il y a Lisa qui est là. Bonjour Lisa. Bonsoir. Donc c'est notre recruteur R&D d'élite. Bon, elle parle pas français, donc Oh, you do now. Okay. Bon, donc comme ça elle testera votre anglais aussi. Profitez-en, elle est là. C'est un contact direct, c'est très sérieux. Il y a des dizaines de jobs ouverts. N'hésitez pas. Et puis c'est bien plus efficace comme ça que d'essayer de passer par le site web, d'envoyer votre CV, je sais pas quoi. Lisa est là, elle est venue pour vous, peut-être pour la bière aussi. Mais bon, voilà. En attendant qu'elle ait bu 10 litres de bière, vous pouvez lui parler, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ok? Lisa, parlez-lui. Voilà. Shouldn't come, voilà, j'ai terminé de dire n'importe quoi. On a fait 1h10, c'est un petit peu long, c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup, une fois de plus, on est vraiment content de vous accueillir. On espère que cette présentation vous a intéressé, vous sera utile. On va essayer de diffuser les slides, parce que il y avait des parties très très denses, hein, même moi, il va falloir que je les réalise. Il y avait je pense, des bons conseils. Merci encore. Merci à Katia pour l'organisation du groupe, c'est super. Merci Alexandra qui, chez nous, qui s'occupe des relations publiques, qui nous a donné un gros coup de main. Puis merci beaucoup à Kléber et à Nicolas, où je leur suis tombé dessus vraiment à l'improviste en disant bon allez venez, j'en ai marre de parler tout seul, je veux des collègues, et puis voilà, vous le méritez aussi, merci beaucoup, moi je trouve ça super. Voilà, j'ai terminé, merci, si jamais vous avez des questions, écoutez, on est encore là un moment, et puis après on ira boire un coup, donc n'hésitez pas, voilà. Merci beaucoup.